Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut les amis. Bonsoir à tous. L'actualité du jour, c'est la guerre en Ukraine qui s'apprête à entrer dans sa 5e année. Le 24 février 2022, les troupes russes franchissaient la frontière et fonçaient vers Kiev. 4 ans plus tard, le conflit fait toujours rage, le front est enlisé et la paix semble plus lointaine que jamais. В центрі Європи війна, але бачимо по тому, що відбувається, що вона буде тривати ще довго. Тому що якщо перші роки ми сподівалися, що скоро закінчиться, то зараз не видно кінця. Alors en Ukraine comme en Russie, quelle trace a déjà laissé cette guerre, la plus meurtrière en Europe depuis 1945 ? Dans quel état sont ces deux sociétés qui se font face ? On en débattra. Puis on vous retrouvera en fin d'émission, Marie Bonisseau et Théophile Cossard. Les skieurs doivent être ravis. Il est tombé la semaine dernière des tonnes et des tonnes de neige. Résultat, attention, risque d'avalanche très élevé. Les pisteurs sont à pied d'œuvre pour sécuriser les pistes. Ils déclenchent eux-mêmes des avalanches. Justement, déclencher une avalanche, je vous raconte comment ça marche. On verra ça. Et vous, Marie ? Moi, je vais vous présenter une nouvelle espèce de dinosaure qui a été découverte dans le désert au Niger. Alors, il a un bec de crocodile et l'appétit d'un héron. J'ai hâte de vous le présenter. À tout à l'heure, les amis. Mais pour commencer, nous recevons l'écrivain François Bégaudeau. Dans son dernier roman, il raconte le parcours de deux jeunes frères ordinaires, milieu populaire, petite ville tranquille, deux frangins un peu paumés, qui finissent par aller combattre l'État islamique en Syrie aux côtés des Kurdes. Que fuit-il ? Que cherche-t-il ? François Bégaudeau explore les racines de l'engagement et questionne le sens du passage à l'acte. On le retrouve tout de suite. Bonsoir François Bégaudeau. Bonsoir. Bienvenue. Laissez-moi vous présenter Anne Ndiaye et Anne Rosenchère de Bonsoir. l'Express. François Bégaudeau, voici donc votre nouveau roman, Désertion, chez Vertical. Désertion, encore un titre extrêmement court, hein. Il y a eu l'amour en guerre, joué juste même il y a très longtemps. Pourquoi des titres aussi courts ? C'est plus efficace, ça laisse plus justement libre cours à l'imagination ? Oui, exactement. J'aime bien qu'un titre soit un peu polysémique, qu'on puisse le rêver de mille manières. Et finalement, la meilleure façon de ne pas brider l'imaginaire du lecteur, c'est de lui proposer un mot suffisamment large pour qu'il puisse l'investir comme il veut. Eh ben, c'est le cas avec ce Désertion dont on va parler dans un instant. Si vous êtes là, François Bégaudeau, c'est que vous avez le profil idéal. C'est ce que va nous raconter Gaël Legras, qui explore lui aussi votre itinéraire. François Bégaudeau, dans votre dernier roman, vous dessinez le parcours de deux jeunes Français partis combattre Daesh en Syrie au sein des forces kurdes. Depuis vos débuts d'écrivain, vous vous intéressez souvent au contexte social. Aujourd'hui, ce contexte constitue-t-il l'une des raisons de l'engagement de vos personnages ? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1971 à Luçon, en Vendée, vous grandissez auprès de parents enseignants, membres du Parti communiste. Adolescent, vous contractez une passion pour la littérature. En 92, avec des amis, vous fondez Zabriskie Point, un groupe punk rock dans lequel vous chantez. Prof de français pendant 10 ans, vous sortez un premier livre en 2003. En 2006, dans Entre les murs, vous documentez la réalité d'une classe de collège d'un quartier populaire ainsi que la langue parlée par les élèves. Moi, je me garderais bien de penser que cette langue-là est bonne, pas bonne. J'essaie d'abord de la restituer et puis j'essaie d'en faire de la littérature, ce qui est peut-être le meilleur hommage que je pouvais lui rendre. Adapté au cinéma par Laurent Cantet, Entre les murs, dans lequel vous incarnez le prof, remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2008. Également auteur de théâtre et scénariste, vous alternez entre essais et romans. En 2019, dans Notre joie, vous évoquez une discussion avec des jeunes d'extrême droite. Ils sont boursouflés d'idées, autant de constructions qui s'édifient dans une indifférence presque absolue à la réalité. C'est des gens qui ont un souverain mépris pour le réel, et notamment pour le réel social. En 2023, dans le roman L'amour, loin d'une histoire passionnelle et spectaculaire, vous racontez 50 ans de vie d'un couple ordinaire de la classe moyenne. J'avais l'impression, en écrivant le livre, que je rendais visible, d'une certaine manière, quelque chose qui passe en général sous les radars de la littérature. Aujourd'hui, vous vous intéressez donc au ressort qui pousse deux frères d'une petite ville côtière normande à combattre auprès des Kurdes en Syrie dans les années 2010. Il y a chez eux une insatisfaction par rapport à la vie qui leur est offerte dans ce petit département de la France moyenne, donc à la moindre occasion, ils prennent le large. Et François Bégaudeau, c'est un peu la question qu'on se pose au départ et même pendant une bonne partie de votre livre, peut-être même jusqu'à la fin, et que vous semblez vous poser. Qu'est-ce qui conduit Steve et Michael, ces deux frères,
qui végètent un peu dans cette petite ville tranquille, ordinaire de Normandie, à s'engager justement à partir combattre en Syrie. C'est ça la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui les conduit comme ça à changer radicalement de vie ? La question de la notion d'engagement est tout à fait pertinente les concernant parce qu'ils s'engagent presque littéralement dans une armée qui est celle des Kurdes syriens notamment, une armée de volontaires étrangers qui s'appelle les Lions du Rojava, etc. En revanche, le terme d'engagement, si on l'applique classiquement au sens sartrien, par exemple, l'engagement politique, on a des idées politiques au nom desquelles on va rejoindre, par exemple, un théâtre de guerre ou un mouvement politique. Là, en l'occurrence, ça ne marche pas avec eux. Ça marche avec certains de leurs frères d'armes, parce qu'ils vont retrouver là-bas des gens qui sont partis pour des motifs politiques ou pour des motifs moraux. Eux, en l'occurrence... c'est quoi alors ? C'est le désœuvrement, l'ennui, l'absence de perspective ? C'est pour ça que je passe quand même une bonne centaine de pages au départ dans la petite ville côtière où ils habitent, parce que je pense que la matrice, elle est là. Et que d'une certaine manière, ça aurait pu tomber sur d'autres engagements, ça aurait pu partir sur autre chose. Il se trouve que l'un d'eux a une sorte de tropisme militaire depuis qu'il est petit. Il aime bien ça, les armes, il regarde des documentaires. Et donc, appel d'air plus armée égale, en l'occurrence, ce qui s'offrait à ce moment-là, à savoir cet appel des Lions du Rojava, mais peut-être que ça aurait pu être autre chose. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de fictions qui ont décrit les enrôlements dans l'État islamique. Pourquoi avez-vous choisi de décrire l'engagement en face chez les Turcs ? La réponse est contenue dans votre question, puisque je trouvais que ça avait été très documenté. Et d'ailleurs, j'étais moi très client de ce genre de documentation, soit qu'elle passe par la fiction, soit qu'elle passe par le reportage ou par les portraits. J'ai mangé de tout ça. Je trouve qu'à un moment, il y a eu une surdocumentation sur l'engagement auprès de l'État islamique, ce qui est un peu normal aussi, parce que forcément, ça nous fascine, notamment que ce sont des gens qui sont des Français et qui se sont retrouvés de l'autre côté, en quelque sorte. Mais je trouvais qu'on avait un peu sous-documenté d'autres formes d'engagement sur le théâtre syrien et, par exemple, l'engagement auprès des Kurdes. Et est-ce que c'est une façon aussi de montrer que, justement, certains se sont engagés, entre guillemets, du bon côté, puisqu'on va évoquer cette société du Rojava, c'est-à-dire, il y a aussi peut-être un petit parfum de brigades internationales dans leur... Oui, c'est vrai. En tout cas, pour ceux des camarades de combat de Steve et Michael qui se sont engagés sur un motif politique, il est évident que le référent espagnol opère, chez notamment les jeunes anarchistes ou les jeunes comme ça qui seraient dans cette constellation idéologique. Et c'est parti d'une rencontre, quand même, au tout départ. Vous avez rencontré un personnage qui vous a inspiré, justement, son personnage du frère de Steve. Oui, tout à fait. Et ce personnage a tout de suite généré en moi l'envie d'en faire un personnage de roman, à la fois parce que sa vie était passionnante, et surtout parce que sa vie était un point d'interrogation. Et que j'avais eu beau passer quelques heures avec lui, voire même quelques demi-journées, son mystère restait intact. Et ça, je pense que ça fait un bon personnage de roman. Quand quelque chose, il y a quand même un moment où le passage à l'acte restera toujours un peu opaque, même si j'ai essayé de multiplier dans le livre tout un tas de déterminations possibles, de causalités possibles, mais c'est un système de détermination, il n'y a pas de causalité univoque. Ce modèle de société mis en place par les Kurdes au Rojava, notamment en faveur des femmes, il est aujourd'hui menacé, Anna. Oui, un collectif de femmes dont la prix Nobel de littérature Annie Ernaux et la cinéaste iranienne Sepideh Farsi ont signé une tribune dans Libération à la fin du mois de janvier pour dénoncer les exactions qui ont été commises contre les femmes kurdes par le pouvoir syrien et des groupes djihadistes. Je rappelle que le Rojava, qui est donc au nord-est de la Syrie, est connu pour ses lois protectrices en faveur des femmes. Là-bas, la polygamie et les mariages de mineurs sont interdits. Les filles héritent de la même part que les garçons. Et puis, les combattantes kurdes ont leur propre organisation militaire. On les appelle les YPJ. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Autant d'acquis qui vont à contre-courant de la charia que souhaite faire appliquer le nouvel gouvernement syrien. Plusieurs militantes féministes ont d'ailleurs quitté la région dès la mi-janvier, à l'instant où l'armée syrienne a commencé à reprendre les localités kurdes. Est-ce que c'était important pour vous de parler de ce modèle politique des Kurdes en Syrie ? Quand on se lance dans un roman, il y a toujours un sujet central. En l'occurrence, c'est mon personnage ou mes personnages, les deux frères. Et puis, il y a des sujets incidents, des sujets seconds, mais qui sont pour autant très importants. Et ça, c'en était un. J'avais quand même envie un petit peu de traverser ce réel, notamment du Rojava, le Kurdistan syrien, avec cette expérience démocratique-là qui a vraiment quelque chose de tout à fait impressionnant. En ce qui concerne la question des femmes dans l'armée, en tout cas de ce côté-là du Kurdistan, oui, bien sûr que s'il manifeste des propositions féminines qui s'émancipent par rapport à tout un tas de carcans que vous venez d'énumérer, c'est plus profond que ça encore. C'est-à-dire que dans le système philosophico-politique des Kurdes, notamment des Kurdes syriens, il y a vraiment l'idée que le principe féminin lui-même est ce autour de quoi il faudrait réorganiser toute la société. Et ça, c'est un modèle qui vous parle ? C'est un modèle qui, effectivement, vous fascine pour vous, personnellement ?
Comment dire, moi, j'aime bien qu'on pense puissamment les choses, c'est-à-dire qu'on aille vraiment au bout des choses. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très nourrissant. Évidemment, c'est aussi un peu des vœux pieux, c'est très difficile de l'appliquer. D'ailleurs, ils balbutient. Et d'ailleurs, ils sont tout à fait menacés par tout un tas de puissances étrangères. Ils n'arrivent jamais à être tranquilles, les Kurdes. Mais il y a vraiment toute une philosophie, je dirais, qui innerve, disons, la proposition, disons, au Kurdistan syrien, qui m'intéresse. Je ne sais pas si mon livre n'est pas du tout en train de clamer qu'il faut suivre ça, mais à titre de choses qui peuvent donner à penser, oui, ça me paraît intéressant. Et alors, dans votre roman, il y a cette démarche littéraire propre qui consiste à voir que chacun a ses raisons. Et donc, en vous lisant, on se demande parfois s'il y a une dichotomie entre le romancier François Bégaudeau et l'essayiste militant qu'on connaît, François Bégaudeau, qui est beaucoup moins, on va dire, indulgent peut-être avec les raisons de l'autre. Il y a une dichotomie comme ça ? Oui, absolument. Il y en a une. Je dois bien dire que je suis plus œcuménique comme narrateur, comme romancier. En même temps, quand je fais les essais, peut-être de plus en plus maintenant, bien sûr qu'il y a quelque chose de plus conflictuel dans un essai, parce qu'on se situe sur le terrain des idées, et les idées, elles se frottent, elles se frictionnent. Et c'est autre chose. Et puis, il y a des rapports de force, et puis, ma foi, il faut les assumer comme tels. Je reprendrai juste un tout petit mot dans ce que vous avez dit. Je ne crois pas faire des essais militants. Parce que je crois que dans mes essais, j'essaie toujours aussi, si à un moment, il y a des choses que j'ai envie de penser et de décliner dans le raisonnement qui vont contre la petite routine de mon camp, en tout cas de ma famille politique au sens large, je n'hésiterai pas à le dire. D'ailleurs, il arrive assez souvent que mon camp me le fasse payer. Donc j'essaie d'être quand même, au bout du compte, aussi pluraliste en essai qu'en roman. Alors, votre camp, évidemment, c'est la gauche. On va appeler ça comme ça, ouais. Ça comme c'est ça. une espèce de mot qui ne veut rien dire. Mais... Et vous êtes arrivé, justement, de dialoguer avec l'autre camp, même le camp très éloigné. Dans un livre, on pense à Notre Joie, dans lequel vous dialoguiez avec un jeune d'extrême droite. Évidemment, les mouvements d'extrême droite, les mouvements d'ultra-droite sont dans l'actualité aujourd'hui, avec l'actualité tragique qu'on connaît et le rapport à la violence. Est-ce que ça veut dire que, y compris avec un adversaire politique par rapport à vos idées, là je parle à l'essayiste, vous pensez qu'avec l'extrême droite, il faut dialoguer, même si on veut les combattre, justement, dialoguer peut-être pour les comprendre ou pas? Moi, je pense que, de toute façon, on gagne toujours à comprendre toutes les propositions humaines, y compris celles qui nous paraissent les plus abjectes ou les plus répréhensibles. Et donc moi, de toute façon, en tant qu'essayiste, romancier, blabla, j'aime bien écouter ce qu'ont à dire les gens, essayer de saisir exactement. J'essayais dans ce livre Notre Joie de saisir j'allais presque dire la quintessence ou les ressorts fondamentaux d'un jeune d'extrême droite, en allant un peu contre certains clichés aussi. Par exemple, ce que j'essayais d'établir, c'est qu'il m'apparaissait, ce qui est apparu un petit peu dans le petit extrait là, c'est que ce sont des idéalistes. Le mot n'est pas toujours accolé à l'extrême droite. Moi, c'est évident, les idéalistes, au sens où fondamentalement le réel n'est pas trop leur problème. Donc je suis bien content d'avoir passé une soirée avec ce jeune homme qui, par ailleurs, avait quelques qualités. Je veux dire. Autre chose, puisqu'on est dans l'actualité qui est la nôtre actuellement, il ne faut pas tout confondre non plus. À un moment, il y a aussi des fascistes qui tapent. Des fascistes qui tapent, qui commettent des violences. Récemment, c'est pas exactement du côté des fascistes qui est venu la violence. La victime a été de l'autre côté. Bon, donc avec les gens qui tapent, là, je crois que c'est compliqué d'établir autre chose qu'un rapport de force. Merci en tout cas François Bégaudeau d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Et il faut lire justement Désertion chez Vertical pour essayer de saisir toute la complexité de vos personnages et de ces deux frères et de leur parcours. Merci à vous. Merci à vous. On passe maintenant à notre débat du jour sur la guerre en Ukraine. Demain, cela fera 4 ans que le conflit a commencé. Quels dégâts a-t-il déjà produit de part et d'autre? Comment les sociétés ukrainiennes et russes le vivent-elles? Peuvent-elles commencer à penser l'après-guerre? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une cinquantaine de missiles et près de 300 drones russes se sont abattus hier encore sur l'Ukraine. Des quartiers d'habitation, mais aussi des installations énergétiques ont été touchés. En plein hiver, des Ukrainiens se retrouvent sans chauffage, épuisés par une guerre qui n'en finit pas. Mentalement, c'est devenu très difficile, car au début, on espérait que la guerre prendrait fin rapidement. Il y a 4 ans, le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance ses troupes à l'assaut de l'Ukraine, direction Kiev, la capitale.
J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Ainsi, nous œuvrerons à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine. Mais les chars du Kremlin n'atteindront jamais Kiev. Les Ukrainiens résistent. Au fil des semaines, les forces russes sont contraintes de reculer, laissant derrière elles des centaines de cadavres à Boutcha, ville martyre. Nous savons que des milliers de personnes ont été tuées, torturées, mutilées. Des femmes ont été violées et des enfants assassinés. Le conflit, qui entrera demain dans sa 5e année, aurait fait jusqu'à 140 000 morts côté ukrainien, 325 000 côté russe. Les combats se concentrent dans l'Est. Moscou y occupe 20% de l'Ukraine, mais Kiev et son armée assurent ces derniers jours regagner du terrain. Nombreux sont les soldats comme moi qui refusent de céder notre territoire. Accepter les conditions de la Russie, ce serait un échec. Dans les rues de Moscou, des Russes espèrent un accord de paix sans l'ombre d'une critique du Kremlin. J'ai de la famille en Ukraine. Nous espérons tous que le bon sens prévaudra, surtout à Kiev, parce que notre président est un homme formidable, très raisonnable. Alors, à quand la fin de la guerre? Quelles séquelles laissera-t-elle sur les sociétés de deux pays qui faisaient partie autrefois d'une même patrie, l'URSS? Bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Irina Dmitrichine. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Ukraine, maîtresse de conférence à l'INALCO. Vous venez de traduire Personne ne nous demandera rien, nouvelle de Kharkiv, qui vient tout juste de paraître. Et selon vous, après 4 ans de guerre, la société ukrainienne reste courageuse et admirable. Dites-vous, elle a perdu ses illusions, mais elle a gagné en lucidité. Et plus Poutine frappe l'Ukraine, plus les gens refusent de céder. À vos côtés, Andrei Kozovoy, bonsoir, bienvenue. Écrivain, historien, spécialiste de l'histoire russe et soviétique, et vous avez publié Les exilés, Pasternak et les miens. Selon vous, le fossé entre l'Ukraine et la Russie mettra plus d'une génération à être comblé. Ce qu'on présentait encore récemment comme une grande famille slave a aujourd'hui disparu et les deux peuples sont, dites-vous, irréconciliables. Et puis à vos côtés, bonsoir Guillaume Herbeau, bienvenue à vous. Vous êtes photojournaliste, vous travaillez sur l'Ukraine depuis 2011, vous vous y rendez 3 à 4 mois par an. La dernière fois, vous y êtes allé en décembre dernier, en décembre 2025. Et vous avez publié Ukraine, terre désirée, c'est qui retrace vos 20 ans de reportage en Ukraine. Et selon vous, Guillaume Herbeau, personne n'imaginait que cette guerre durerait encore 4 ans après. Vous n'êtes pas très optimiste sur la suite du conflit, car vous dites qu'en Ukraine, une forme de légèreté, une certaine légèreté a disparu et que l'humour des Ukrainiens, par exemple, au bout de 4 ans de guerre, s'est effacé. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Anne Rosenchère, vous avez une photo du jour. Absolument, c'est une photo que vous avez prise, Guillaume Herbeau, qui date du 5 février 2022, c'est-à-dire 19 jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le cliché est pris dans un quartier central de Kiev. Et on y voit une poignée de civils volontaires s'entraîner sous la direction de l'armée ukrainienne. À l'époque, est-ce que vous aviez ressenti dans la population qu'en fait les gens s'attendaient à cette attaque? C'était très partagé. D'un côté, il y avait une crainte évidemment que la Russie attaque, et de l'autre, il y avait quand même l'espoir de se dire mais ça serait un acte de folie de s'attaquer à un pays si grand. Et on pensait plus que c'était le Donbass, la côte de la mer d'Azov, qui allait être attaquée pour la Russie désenclaver les territoires occupés de la Crimée. D'accord. Et vous, Irina Dmitrichine, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez eu un choc ce 24 février 2022? Est-ce que vous aviez été surprise ou vous vous y attendiez? En fait, je rejoins tout à fait Guillaume Herbeau. On se préparait, les gens faisaient des exercices, préparaient leur kit de survie, etc. Mais c'est quand même l'incrédulité qui... Vous étiez sur place à l'époque? Non, je n'étais pas sur place. Mais vous avez de la famille, vous avez des amis en Ukraine. Et surtout, il y a quelques jours, il y a une sorte de pas flash mob, mais en tout cas, les gens ont dit « Qu'est-ce que tu faisais ?» Le 24 février 2022, et tout le monde se souvient, tout Ukrainien peut dire précisément ce qu'il faisait, où il était et quels étaient ses sentiments. Andrei Kozovoy, est-ce qu'à l'époque, vous auriez imaginé que la guerre dure 4 ans, c'est-à-dire le 24 février 2022, lorsque l'armée russe franchit la frontière ukrainienne? Est-ce que vous pensiez que ce conflit allait être plus bref? Oui, alors c'est sûr qu'en tant qu'historien, on a tout de suite des références qui apparaissent comme ça. Donc avec mes étudiants de l'Université de Lille, on avait discuté depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, du scénario
de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, est-ce que Poutine va continuer? Est-ce que pour Poutine, il s'agit de reconstruire l'Empire soviétique? Est-ce que c'est simplement une opération locale? Voilà, moi, j'ai toujours été partisan de l'idée que c'est évidemment chez lui une obsession, qui est de marquer l'histoire. Il y a plein d'autres facteurs qu'on pourrait invoquer, on pourra les évoquer, mais c'est cette idée qu'il a un rôle à jouer. C'est quelqu'un de très superstitieux, hein, il faut bien le comprendre. Et donc, le fait de rester aussi longtemps au pouvoir... Mais là, il n'y parvient pas. La guerre dure depuis 4 ans. Et oui, ça, c'était imaginable. Oui, mais dans sa tête, c'est ça qu'il faut imaginer. C'est quelqu'un qui est à la fois sain d'esprit et totalement dément. Hein. C'est quelqu'un qui s'imagine être dans une perspective, j'ai envie de dire, cosmique, historique, grande historique russe. Il se voit comme personnage essentiel de l'histoire, de la longue histoire russe et rassembleur des terres, etc., etc. Et alors, justement, il y a 4 ans, on vient de le dire, le quotidien des Ukrainiens a basculé du jour au lendemain. Mais je vous propose d'écouter un témoignage qui date d'aujourd'hui. Celui-là, il s'agit de Natalia, habitante de Kiev. Et c'est vraiment des propos de cet après-midi. On l'écoute. Але ми підтримуємо його, ми терпимо цей блекаут і все, що відбувається в нас в Україні. Ми сильні, а пріоритети стають на перший план, що завтра може не наступить. Тому робиш все сьогодні, гуляєш з дитиною, да, там не прибираєш, не вариш, гарна погода, взяв внука, пішов гулять. Живеш на повне життя сьогодні. On profite pleinement de la vie. Quand on n'a pas vécu la guerre, en fait, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est que la vie continue, Guillaume Herbeau. C'est ce qui est étonnant, c'est que moi, tout à l'heure, en fait, ça rejoint. Là, j'ai appelé un ami tout à l'heure qui vit à Kiev et qui me racontait exactement ce que raconte cette dame. Il me raconte que eux, ils voient des projets à la semaine, mais ils peuvent pas aller plus loin. Et ce qui est vrai, c'est étonnant, c'est que les restaurants continuent à fonctionner. Il y a une vie nocturne avant le couvre-feu. Et il y a, en ce moment, c'est quand même très dur avec le. Qu'est-ce qui a changé justement depuis 4 ans? Vous y allez régulièrement, 3 à 4 mois par an. Qu'est-ce qui a changé entre 2022, 23, 24 et maintenant 2026? C'est qu'en 2022, par exemple, après que les territoires soient en partie libérés. Qu'après que l'armée russe est reculée, voilà, après avoir avancé quasiment jusqu'au faubourg de Kiev. Hein. Exactement. À Kiev, par exemple, il y avait un sentiment de légèreté et d'optimisme. Et vous savez, alors tout à l'heure, vous citiez ce que je racontais sur l'humour, mais on connaît bien l'humour ukrainien, on connaît bien l'humour du président Zelensky. Et c'est vrai qu'il y a un vrai fort humour. Et aujourd'hui, j'en parlais encore à un ami qui me racontait, en fait, on rit moins. On fait moins de blagues, alors qu'il y a toujours ce petit humour, même dans les moments les plus durs. Donc ça, c'est en train de disparaître. Irina Mitrichine, vous êtes d'accord avec ça? La vie continue, mais quand même, il y a un voile de légèreté qui est parti. Oui, parce que ça fait 4 ans quand même que les gens sont dans la tête dans le guidon, à résister, à ne rien lâcher. Et la vie, effectivement, est devenue presque plus simple dans le sens où on va à l'essentiel. On se débarrasse de superflu, tout simplement, parce que, comme m'a dit... Vous êtes retournée en Ukraine depuis. Oui, je suis retournée plusieurs fois, mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens savent ce qui est important et ce qui est secondaire, ce qui peut être mis de côté. Et en revanche, c'est le contact humain, aller voir ses amis, passer du temps avec ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, puisque la guerre dure, ça ne va pas s'arrêter demain. Donc, on ne peut pas laisser Poutine nous prendre aussi notre temps. Et sur le plan matériel, est-ce que les conditions de vie au quotidien se sont dégradées? On sait évidemment les bombardements des infrastructures électriques, les coupures d'électricité, l'absance de chauffage, ça se traduit dans la vie quotidienne, c'est de plus en plus dur. La matérialité est devenue extrêmement difficile parce que quand vous n'avez pas pendant plusieurs heures d'électricité ou quand les coupures deviennent très très régulières, le peu de temps où vous retrouvez l'électricité, vous le passez à, je ne sais pas, à lancer la lessive, à charger tous vos téléphones et tous vos powerbanks, etc. Donc on norme en fait et on rationne son temps et bien sûr ça complique la vie. En même temps, les restaurants sont ouverts, les magasins sont pleins. On est étonné de la façon dont les supermarchés sont remplis, même aujourd'hui. Et puis cette guerre, elle a évidemment aussi des conséquences côté russe. Et Anna, vous avez regardé, vous, un documentaire sur un jeune professeur russe qui filme la propagande à marche forcée à l'école. Ce documentaire qui est d'ailleurs visible en ce moment même sur la plateforme arte.tv. Hein. Oui, Mister Nobody contre Poutine. C'est l'histoire de Pavel Talankin. Il a 34 ans. Il est responsable vidéo dans une école de Karabach. Karabach, c'est une ville industrielle à 1600 km à l'est de Moscou. Et donc Pavel filme tous les événements de l'école jusqu'au jour où Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. Et là, son métier
va vraiment changer du jour au lendemain. Il va désormais devoir mettre en boîte tout le nouveau programme scolaire qui a été imposé par le gouvernement, comme on va le voir avec ce professeur d'histoire géo qui évoque les sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Vous savez déjà que la plus pénalisée par ces sanctions, ce n'est pas la Russie, mais l'Europe. Elle se retrouve privée de ressources énergétiques. Les Français vont redevenir des mousquetaires qui se déplaceront à cheval. Ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont pas de blé, de gaz, rien. Alors Pavel va aussi filmer les défilés, les chants patriotiques, mais aussi les cours de maniement des armes. Et ces vidéos, il doit les envoyer au gouvernement pour prouver que l'établissement se plie bien aux nouvelles directives. Au fil du temps, lui va se sentir de plus en plus éloigné de ses valeurs et il va chercher à résister à sa manière avec ses propres moyens. Par exemple, il va passer l'hymne national américain chanté par Lady Gaga à fond dans l'école et va jusqu'à mettre le drapeau russe à terre. Pavel a finalement dû être exfiltré à la fin de l'été 2024 à Prague où il réside actuellement. André Kozovoy, est-ce qu'on peut dire que la société russe est totalement embrigadée? Est-ce qu'on peut parler d'un lavage de cerveau? Alors, c'est sûr que les moyens mis en œuvre par la propagande russe, par les médias, est considérable. Les moyens sont considérables. Et ça rappelle évidemment l'époque soviétique. Je pense qu'on a déjà atteint un seuil qui est sans précédent par son ampleur. Il y a, bien sûr, pour ces Russes-là, pour ceux qui souhaitent avoir des informations alternatives d'opposition, toujours le moyen de se procurer un VPN. Et encore aujourd'hui, c'est possible. Mais ça se réduit. L'appareil législatif croît pratiquement de semaine en semaine. Par exemple, une loi qui a été passée récemment prévoit qu'à partir du mois de mars, on pourra dénoncer tout ce qui nous apparaît comme une violation des valeurs traditionnelles russes à l'écran. Si on voit une série télévisée qui ne nous plaît pas pour tel ou tel épisode, surtout des épisodes homosexuels par exemple, des scènes, ou un film, voilà, on écrit une lettre, il y a un site qui est créé un peu à la manière de Pharos, et une enquête sera diligentée aussitôt. Guillaume Herbeau, est-ce que ce phénomène d'embrigadement, c'est quelque chose qu'on peut aussi observer du côté ukrainien? Non. En fait, il y a évidemment des classes de préparation à la défense où on apprend aux enfants, enfin aux jeunes, à se protéger en cas d'alerte, à faire les premiers soins et on les initie aussi au maniement des armes. Mais ça n'a strictement rien à voir. Est-ce qu'il y a un contrôle de l'information quand même? En temps de guerre, même un régime démocratique peut tendre à contrôler l'information, y compris pour protéger ses positions. Alors, moi, je peux juste vous parler de mon expérience en tant que photographe. On ne peut pas tout photographier et on ne peut pas diffuser en temps réel les choses. On ne peut pas tout photographier, on ne peut pas photographier des points stratégiques. Et sur certains territoires, on ne peut pas photographier, par exemple, 2 bâtiments en même temps parce que ça peut indiquer des positions militaires. Et donc, nous, on a une responsabilité en tant que photographe à ne pas mettre en danger les gens qui sont là-bas. Irina Dmitrichine, il y a 4 ans, beaucoup pronostiquaient que les Ukrainiens ne tiendraient pas aussi longtemps. Pourquoi on a sous-estimé cette tension de volonté-là? Est-ce qu'il y a un sentiment patriotique qui s'est réveillé? Est-ce qu'on se sent, entre guillemets, plus ukrainien désormais qu'il y a 4 ans? Je pense que ce sentiment était présent parce que s'il n'était pas présent, l'Ukraine se serait effondrée. Oui. Ce qu'on a sous-estimé, c'est l'organisation horizontale de l'Ukraine. On pensait qu'il suffisait juste de décapiter le chef et que tout allait s'effondrer. En fait, on a appliqué la grille de lecture de la Russie, en tout cas les Russes l'ont fait, à l'Ukraine. Et ça ne marche pas comme ça en Ukraine. En Ukraine, la société souffre effectivement, mais lorsque le président a voulu changer la réforme et fermer un centre qui travaille sur la corruption, les jeunes étaient dans la rue et ce projet de loi a été retiré. Donc les Ukrainiens sont forts et ont toujours été forts par cette organisation horizontale et ce sentiment que notre pays, notre vie dépendent de nous. On n'attend pas que quelqu'un nous dise quoi que ce soit et ça marche aussi bien pour l'armée que pour la société civile. C'est cette organisation horizontale qui permet de tisser les liens de confiance. Bien sûr, on fait confiance à celui qu'on connaît, celui qui est déjà éprouvé, qui fait partie de votre milieu, mais on résiste parce qu'on sait aussi, et c'est ça peut-être la chose principale à savoir, c'est qu'on est conscient de ce que ça va devenir si l'Ukraine tombe. On est conscient de ce que signifiera l'occupation russe. Donc c'est une question de survie et de combat existentiel. Andrei Kozovoy, vous-même vous êtes d'origine russe, vos racines sont russes. Aujourd'hui, comment est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous vous sentez encore quelque part russe? Oui, je voudrais quand même préciser pour nos téléspectateurs, le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Les Exilés, revient sur ses origines.
Je suis né à Moscou, j'ai grandi à Moscou, mes 10 premières années ont été passées à Moscou. Ma langue maternelle est effectivement le russe, mais il faut rappeler que mon père est juif ukrainien. Et c'est une famille de juifs assimilés. Mes grands-parents paternels, c'était des bons communistes qui étaient très utiles, etc. Mais j'ai quand même de plus en plus pris conscience de cette hybridité, si vous voulez, identitaire, qui est la mienne. Voilà, c'est ce qui m'a permis de porter un regard un petit peu détaché, si vous voulez, de tout ça. Ce que vous dites justement, c'est qu'on voit que ces deux peuples ont été historiquement imbriqués, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la fracture, évidemment due à la guerre et due à la politique de Vladimir Poutine, elle est durable, que ces deux peuples sont durablement irréconciliables, ou est-ce qu'à un moment ou à un autre... Tout dépend du degré de maturité, mais je pense que le degré de maturité, il est présent chez les Ukrainiens qui font le distinguo. Tout comme nous, en France, on fait le distinguo, évidemment. Quand on parle de Russie, qu'on nous demande « Est-ce que vous aimez la Russie ?» Monsieur Kosovoï, vous êtes tout le temps dans le négatif. Alors, je dis toujours « Mais quelle Russie? De quoi vous parlez? Vous parlez de Poutine ?» Évidemment que non. Il ne s'agit pas de Poutine, il ne s'agit pas de ce régime. On parle de la Russie, de ces fameux 20%, parce qu'on dit toujours qu'il y a 20% de ceux qui sont pro. Poutine, qui sont pour la guerre, etc. On n'a pas assez tué suffisamment d'Ukrainiens. 20% qui sont opposés et les 60% restants qui sont un petit peu indécis. C'est ceux dont il faut gagner, comme on dit, le cœur et l'esprit. Voilà, c'est le pourcentage. Donc, on distingue. Et donc, moi, je suis pour ces 20%, bien sûr, qui sont pour les Ukrainiens, qui sont opposés à cette guerre et qui sont aujourd'hui souvent exilés et grâce à qui on a toutes ces informations en russe sur la réalité. Vous parliez de société et de culture hybridée. Justement, je vous propose qu'on écoute Oksana Leta, qui est une comédienne et fixeuse ukrainienne, au micro de France Inter. C'était il y a quelques mois. Dostoïevski a quelque chose à voir avec la langue russe. Et vu que c'est très compliqué parce que Poutine dit maintenant, là où il y a la langue russe, c'est la Russie. Même si Pouchkine ou Dostoïevski n'ont rien à voir avec Poutine concrètement, mais ils ont à voir quelque chose avec l'Empire russe, avec toute cette politique de la coloniale et impérialiste de la Russie. Donc ce n'est pas le bon moment de l'amener en Ukraine. Irina Dmitrichine, vous qui êtes traductrice, femme de lettres, est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous ne comprenez pas ce que dit cette comédienne? Je comprends parfaitement et je voudrais qu'on le comprenne ici, ce message qui était extrêmement émouvant et je trouve que Oksana a trouvé les mots justes et elle parlait avec son cœur. Je pense qu'aujourd'hui, tant que la guerre dure, il ne peut pas y avoir de questions d'amitié, de projection, etc. Tout dépendra de la façon dont cette guerre sera terminée. Et donc pas de culture russe Mais c'est tellement lié, la culture russe n'est pas neutre et la culture russe est avancer là où ne pouvaient pas avancer les chars. Et une fois que la culture était installée, une fois qu'on a en quelque sorte considéré que c'était intériorisé, on pouvait ramener la propagande. Donc la culture russe en France, c'est une culture de séduction. La culture russe en Ukraine, c'était une culture qui était censée combattre, supplanter et prendre la place de la culture ukrainienne. Et donc ça, il faut voir. Qu'est-ce que pour les Ukrainiens, la culture russe aujourd'hui, on ne peut pas comparer avec la situation française et européenne. Guillaume Herbeau, c'est quelque chose que vous avez observé auprès des Ukrainiens, des Ukrainiens qui ne veulent plus lire de littérature russe ou regarder des programmes russes? Oui, alors des programmes russes, il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, j'ai vu mes amis commencer à se mettre vraiment à parler ukrainien. Et il y a quelques années, quand j'étais arrivé en 2001 la première fois, la majorité des gens parlaient russe. Et maintenant, l'ukrainien est vraiment majoritaire. Et il y a un vrai rejet, en fait. Il y a des gens qui veulent... Il y a des couples qui étaient russes nativement et qui maintenant parlent entre eux en ukrainien. Ça veut dire qu'en quelque sorte, 4 ans de guerre et donc l'agression de Vladimir Poutine ont contribué à renforcer à la fois l'identité et la culture ukrainienne, sûrement. Le sentiment national ukrainien. Le sentiment national, mais il y a un exemple tout simple. En quelques années, il y a un nombre incalculable de librairies qui ont éclos à Kiev, avec vraiment la culture ukrainienne qui arrive. Mais c'est en 4 ans, 5 ans. Avant, il n'y avait pas vraiment, c'était des vieilles librairies un peu dépassées. Et aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de moderne, tourné vers l'Europe et ukrainien. Oui, donc tout d'abord dire que je suis bien sûr d'accord avec ce que disent nos invités, mais aussi dire que ce n'est pas quelque chose qui remonte à 2022, il faudrait monter à au moins 2014. Je vais juste citer un exemple, ce rejet du russe, et il faut aussi introduire une toute petite nuance. Donc, je vais citer un exemple personnel. Je suis allé faire des recherches dans les archives de Kiev en 2015, je crois. En 2015, j'ai commencé à parler russe. Et tout de suite, on m'a fait comprendre que ce n'était pas la peine et il fallait que je parle ukrainien. Mais dès que j'ai sorti mon passeport, et c'était un passeport français, là, il n'y avait aucun problème, tout le monde me comprenait parfaitement. Voilà. Ce n'est pas contre la langue elle-même,
c'est contre le locuteur, le porteur de langue. Si le porteur de langue est d'origine russe, citoyen de Russie, là, il va y avoir un problème. Mais si c'est juste un russophone, il n'y a pas de souci. Irina Dmitrichine, qu'est-ce que vous attendez désormais de l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'un accord de paix est possible, que même l'Ukraine va pouvoir récupérer le Donbass, ou est-ce que vous n'y croyez plus? Alors, on espère qu'il y aura un accord de paix juste. Ce n'est pas une question de territoire, de kilomètres carrés, c'est une question de l'avenir de l'Ukraine, de la façon dont elle pourra gérer son pays, son avenir, son destin européen. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pas une question de territoire? Ça veut dire que l'Ukraine devrait se résoudre à abandonner une partie de son territoire si elle peut gérer de façon totalement indépendante son destin sur le reste du territoire? Je ne dis pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ces garanties de sécurité ou cette entrée dans l'OTAN ou dans l'UE peuvent préserver l'identité ukrainienne et l'existence de l'Ukraine. Pour l'instant, tout ce que proposé à l'Ukraine, ce n'est pas des vraies solutions. Et ce que les Ukrainiens veulent éviter, c'est une solution bâclée qui ne servira que de prodrome pour d'autres agressions. Andrei Kozovoï, vous pensez Oui, moi je vais être très pessimiste par rapport à tout ça. Voilà. Et bon, je ne suis pas le seul à être pessimiste, mais jusqu'où peut-on être pessimiste? Voilà, moi j'avais pronostiqué à un moment une possible guerre européenne dès 2026. J'avais donné une interview où je disais mais c'est pas du tout quelque chose de totalement absurde. Je l'avais fait sans avoir entendu le discours du chef d'état-major français qui parlait aussi de cette possibilité-là. Il faut qu'on s'y prépare. Comme on dit en anglais, expect the best, prepare for the worst. Voilà, malheureusement, parce qu'on a trop perdu de temps, on a sous-estimé le côté maléfique, presque, j'ai envie de dire, c'est peut-être un terme mal à propos, mais enfin nuisible, et les intentions de Poutine. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Voilà. Donc la clé, si vous voulez, de tout ça, c'est quand même lui. Guillaume Herbeau, vous allez donc très régulièrement en Ukraine. Votre dernier séjour, c'est tout récent, c'était en décembre, décembre 2025. Et on va voir un des clichés, une des photos que vous avez faites lors de ce séjour, cette voiture. Ces filets anti-drone au-dessus de cette voiture. C'est quoi cette scène? Et puis qu'est-ce qu'elle symbolise aussi à vos yeux? Nous sommes évidemment là en Ukraine. On est entre Izium et Sloviansk. Et c'est des kilomètres et des kilomètres de filets anti-drone. Et quand on les voit, alors il y a un côté rassurant, on se dit on a moins de chances d'être attaqué par un drone. Et en même temps, on voit que la guerre commence à arriver dans des territoires. Et elle symbolise un monde dystopique. Pour moi, la guerre en Ukraine, elle amène les guerres de demain. Et en plus, ça devient un laboratoire des nouvelles guerres. Et voilà. Et il y a un rapport, alors en tant que photographe, moi je connais tous ces paysages par cœur. Et là, j'ai plus accès aux paysages. Donc on est complètement bloqué par rapport à une réalité. Merci Guillaume Herbeau, merci à tous les trois d'être venus échanger ce soir sur le plateau de 28 minutes. L'actualité toujours, mais cette fois-ci vue par Théophile Cossa et Marie Bonisseau. D'abord, pour prémunir le risque d'avalanche mortelle en montagne, des spécialistes en déclenchent eux-mêmes. Mais justement, comment ça marche? Et puis, un fossile de dinosaure inconnu découvert en plein désert au Niger. Mais d'abord, notre linguiste émérite, Thibault Nolte, dissèque le mot vedette du jour en ces temps de liste à présenter aux élections municipales. Ce mot, c'est parité, et c'est entendu. L'obligation de parité sur les listes. La parité n'est pas naturelle. Ça y est, la parité a été votée. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Parité, du bas latin paritas, égalité, désigne, en politique notamment, un mécanisme cherchant à favoriser l'égal accès des deux sexes aux mandats électoraux. Au municipal des 15 et 22 mars prochains, les communes de moins de 1000 habitants seront, pour la première fois, soumises à l'obligation de parité des listes. 460 000 maires et conseillers municipaux seront élus pour 6 ans, avec pour mission de façonner le grand destin de leur commune, et aussi se frotter aux tragédies de cantines dégueulasses et nids de poules dangereux. La loi portée par une ex-députée MoDem, adoptée le 7 avril 2025, assure la parité dans toutes les 35 000 communes de France. Les femmes sont déjà élues à parité aux conseils municipaux des villes de plus de 1000 âmes depuis 2014, mais ne dirigent les villes que dans 20% des cas. Au Pays du Coq, elles sont d'ailleurs le plus souvent affectées aux délégations mère-poule, adjointes aux affaires sociales et scolaires notamment, finances et urbanisme pour les messieurs. Les quotas de femmes n'ont pas totalement corrigé leur sous-représentation. Actuellement, 23% des communes de moins de 1000 habitants ont des conseils à parité et au moins 320 communes ont 0 femme élue.
Pour les municipales de mars prochain, 77% des 25 000 conseils municipaux sans parité vont devoir féminiser leur liste. L'efficacité de la parité dépend de sa mise en œuvre. Aux législatives, les partis peuvent s'y soustraire en échange de pénalités financières, façon droit à polluer, tandis qu'en 2024, une mairesse enceinte a découvert que rien n'est légalement prévu pour le congé maternité des élus. Petite morale politique, parité bien ordonnée commence par soi-même. Merci Thibault Nolte, comme toujours, et bravo. Salut les amis, Marie Bonisseau, Théophile Cossin, quel bonheur de vous retrouver. Théophile, on va commencer avec vous. Il a donc énormément neigé ces derniers jours. Dans certaines stations d'ailleurs, on n'avait pas vu ça depuis des décennies. Résultat, à la montagne, en ce moment, les risques d'avalanche sont très élevés. Alors par précaution, les pisteurs en déclenchent certaines eux-mêmes, mais au fait, Théophile, déclencher une avalanche, comment ça marche ? Bah oui, les skieurs, ils doivent être ravis. À La Plagne, la semaine dernière, en Savoie, il est tombé 2,50 m de neige. Bon, le hic, c'est le risque d'avalanche très élevé, 4 sur 5. Alors, pour éviter les drames, les pisteurs déclenchent des avalanches contrôlées. L'idée, c'est de retirer régulièrement le surplus de neige pour protéger les pistes. Si vous êtes déjà allé au ski, vous avez peut-être déjà entendu ces gros booms. Ouais, voilà, les grosses explosions qu'on entend souvent le matin avant l'ouverture des pistes. Alors pourquoi des gros booms ? Eh bien parce qu'on utilise des charges explosives, c'est la technique la plus employée par les pisteurs artificiers qui partent à ski en binôme, bâton de dynamite et détonateur dans le sac, faut pas avoir peur. Ils envoient ça dans la pente comme ça, ils allument. Alors on a l'impression que c'est fait au doigt mouillé, mais évidemment c'est très précis, encadré par ce qu'on appelle un PIDA, un plan d'intervention de déclenchement des avalanches. L'explosion provoque une onde de choc qui va déclencher la coulée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le bruit qui déclenche l'avalanche. Donc Renaud, pas de stress. Si vous éternuez très fort en haut d'une piste, comme le capitaine Haddock dans Tintin, a priori, il n'y a pas de risque. Et est-ce qu'il y a d'autres techniques, Théophile ? Bah oui, parfois les pisteurs ne peuvent pas accéder à toutes les zones. Dans ce cas, plusieurs options. Alors il y a les avalancheurs, des canons à air comprimé, qui tirent comme ça, pop, les charges vers les pentes. Il y a le Catex. Alors le Catex, c'est le câble transporteur d'explosifs. C'est comme un téléskiant, on fait monter la petite charge par câble, zzz, comme ça, dans la montagne, et on la largue à l'endroit voulu. Il y a l'hélico. Alors soit les pisteurs envoient leur charge depuis l'appareil, soit on suspend ce qu'on appelle une daisy bell, une grosse cloche qu'on va voir, une grosse cloche qu'on fait descendre à quelques mètres de la pente. À l'intérieur, on fait exploser un mélange oxygène-hydrogène. L'onde de choc est projetée vers la neige. Et puis, il y a ça. Alors, ce qu'on va voir, c'est un gros robinet. Vous avez peut-être déjà vu un gros robinet comme ça. Ça s'appelle un Gazex, c'est pas un canon à neige. Et dans ce gros tuyau, pareil, on déclenche à distance l'explosion d'un mélange oxygène-propane. Le souffle sort vers le manteau neigeux et provoque la coulée. Avec tout ça, les pisteurs d'une station peuvent déclencher comme ça plusieurs dizaines d'avalanches chaque jour. Mais attention, seules les avalanches qui peuvent atteindre les pistes, les routes ou les bâtiments sont déclenchées préventivement. On le rappelle, le hors-piste n'est pas sécurisé. Depuis le début de la saison, déjà 28 personnes sont mortes en France à cause d'avalanches. Soyez prudents. Merci Théophile. On va enchaîner avec vous, bien sûr, Marie. Une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte dans le désert, au Niger. Vous êtes prêts ? Je vais parler latin. Allez-y. J'y vais. Spinosaurus mirabilis. C'est cette nouvelle espèce de dinosaure qui fait la une du prestigieux magazine Science. Et regardez la couverture, il y en a même deux, des spinos qui se battent pour leur poisson du petit déjeuner. Cette nouvelle espèce a été identifiée par l'équipe d'un paléontologue américain très connu, des gens qui connaissent les paléontologues. Il s'appelle Paul Sereno. Certains le surnomment Indiana Jones parce qu'il a passé à peu près toute sa vie à essayer de ressembler à Indiana Jones. Aujourd'hui, il a 68 ans et ça fait des dizaines d'années qu'il retourne littéralement le désert du Niger parce que cette partie-là du Sahara, c'est un véritable cimetière de dinosaures. En 2019, il tombe sur une crête d'à peu près 50 cm de long en forme de sabre recourbé, de cimeterre pour être plus précise. Et là, Paul Sereno, qui connaît ces dinos, il est très excité parce qu'il se dit c'est peut-être enfin la crête d'un spinosaure, soit ce monstre de 12 mètres de long, piscivore, il mange des poissons. Il a un museau de crocodile, il a des dents comme ça qui sont imbriquées, très dangereuses. Et il est extrêmement mystérieux, ce spinosaure, parce que pour la première fois, il a été décrit en 1915 par un paléontologue allemand qui s'appelait Ernst Stromer, sauf que
Stromer, et tous ces fossiles, toutes ces recherches, ça a été réduit en poussière pendant la Seconde Guerre mondiale quand les Alliés bombardent Munich. Donc pendant longtemps, on n'avait plus rien, on n'avait que des écrits, on n'avait que de vagues souvenirs de ces spinosaures. Quelques fossiles commence à être retrouvé dans les années 80, mais il y avait encore plein de doutes. On se demande notamment si ce spinosaure, c'est un dinosaure qui vit totalement dans l'eau, près de la mer, sur les côtes, ou alors est-ce que c'est un semi-amphibien, un monstre qui patauge. Voilà, on ne savait pas. Et Paul Sereno et son équipe répondent enfin notamment à cette question avec leur découverte, parce qu'ils ont trouvé ce spinosaure très très loin de la mer de l'époque. On se projette il y a 95 millions d'années. Et les traces qu'ils ont retrouvées, c'était à côté de traces de dinosaures à long cou, donc des herbivores, donc on n'est pas loin de la forêt. Et donc on se dit que ces spinosaures, c'était en fait une sorte de... Alors ils le décrivent comme un héron de l'enfer, c'est les mots de Paul Sereno, c'est-à-dire qu'ils chassaient dans les marécages, dans des forêts traversées de rivières. C'est la théorie. En plus de ça, cette équipe pense qu'elle n'a pas trouvé le même spinosaure que notre chercheur allemand du début du XXe. Non, mais un cousin. Et donc une nouvelle espèce avec une crête encore plus grande qu'on suppose être de couleur vive, très décorative. Voilà, c'était ce nouveau et très lointain ancêtre des oiseaux qui apporte une fois de plus la gloire médiatique à notre Indiana Jones de Chicago, qui est habitué à la lumière, parce que Paul Sereno, comme il le dit lui-même, c'est plus facile d'avoir du succès avec un bout de dinosaure qu'avec une vertèbre de grenouille primitive. Et c'est très juste. Non, je trouve ça très injuste. Demain, je vous parle de batracien. Et c'est un dinosaure très sage parce qu'il n'est pas privé de désert. Merci les amis. Merci à tous. Merci Marie. Merci à tous. Merci de votre fidélité. À demain, 20h05. Tchuss.